Avant de référer mes élèves à d'autres enseignants en technique alternative, je devais déjà m'interroger sur mes propres connaissances et compétences dans les soins que j'offrais au public. Pratiquant la massothérapie ainsi que l'auricologie, j'avais là 2 domaines que je connaissais fort bien. Un autre domaine où j'avais déjà eu d'excellents résultats était la galvatonie ou galvanothérapie. Hélas pour moi, la documentation que je possédais en ce domaine était extrêmement limitée et je me voyais mal délivrer des diplômes aux personnes qui ne connaîtraient que ce que M. Lucher m'avait donné. Alors, tout comme pour l'auricologie, je me rendis à la bibliothèque afin de faire des recherches approfondies sur le courant galvanique ainsi que sur les fonctionnements des ions positifs et négatifs à l'intérieur du corps humain. Cette étude me fit découvrir des merveilles de l'énergie bioélectrique produite à l'intérieur de notre corps. À la suite de ce travail, je devais m'apercevoir que chaque organe de notre corps était entièrement dépendant de cette énergie. Qu'en cas de débalancement, le fonctionnement des organes en question était alors totalement dysfonctionnel, d'où la nécessité, pour tout élève, de connaître cette branche de la physiologie. Puis, à partir de là, étudier les méridiens afin de savoir comment solutionner tous les problèmes de santé. En ce qui concernait la composition des textes relatifs à ce cours de galvatonie, une grande partie était déjà prête, puisque composée par Gédéon Lucher lui-même. Quant aux recherches sur lesquelles j'avais moi-même travaillé, je n'eus aucune difficulté à les mettre sur papier et à en faire un texte facile de compréhension. Pour encore davantage faciliter l'image que les élèves devaient se faire des ions au sein de nos muscles et de nos os, j'y ajoutais également bon nombre de dessins. Lorsque tout mon contenu fut prêt, pour mettre toutes ces données sur ordinateur, je demandai encore à Louise, la sœur de Francine, si elle voulait bien avoir la gentillesse de me prêter son ordinateur. Comme le nombre de pages était relativement inférieur à celui de mon cours d'anatomie, et pour accélérer le début de mes enseignements, je décidai moi-même d'écrire mon texte sur ordinateur. Mon dernier défi était relevé. Mis à part le cours d'anatomie et physiologie que Linda s'efforçait de mettre à jour, j'avais désormais tout ce qu'il me fallait pour commencer mon enseignement. Et je dois également souligner que le domaine dont j'étais le plus fier dans cette formation était sans nul doute la galvatonie. Car après avoir été diplômé de l'École suisse professionnelle de Lausanne, je connaissais peut-être la composition et le fonctionnement du corps humain, mais si l'on m'avait demandé qu'est-ce qui cause la douleur, j'aurais été dans la totale impossibilité de répondre à cette simple question. À l'avenir, mes futurs élèves, eux, pourront désormais y répondre. L'École suisse professionnelle de thérapie allait donc former les premiers galvatologues du Canada. Étant donné que j'allais devoir travailler indirectement, mais tout de même en association avec le fournisseur des appareils Stimulgesic 2000, je demandai à M. Gédéon Lucher d'apposer sa signature au bas de mes diplômes. Ayant lui-même fondé l'Académie internationale de galvatonie, les diplômes en question allaient également en faire mention, sous sa signature. Si l'on avait mis en quarantaine tous les hommes de 40 ans, l'humanité en serait à peine au Moyen-Âge et pour longtemps. Louis Pasteur n'aurait pas découvert son vaccin à 63 ans. L'avion de Clément Ader n'aurait jamais quitté la Terre. Il avait presque 50 ans. Si l'on l'avait mis en quarantaine, les hommes de 40 ans passés, l'automobile de Monsieur Daimler serait encore à inventer. Si l'on l'avait mis en quarantaine, tous les hommes de 40 ans, il y aurait peut-être moins de problèmes pour la jeunesse. Et pourtant,
Victor Hugo n'aurait pas écrit Les Misérables à 60 ans, et Pierre et Marie Curie auraient fini tout juste à temps. Un an plus tard, c'était trop tard. Voltaire et Rousseau ainsi que Marx seraient d'illustres inconnus si l'on l'avait mis en quarantaine, les hommes de 40 ans et plus. Aujourd'hui l'on met en quarantaine tous les hommes de 40 ans. Demandons chez le cadre en moyenne de 25 à 35 ans. Mais avec une bonne expérience et de la personnalité, de l'ambition, des références à venir assurer pour quelques années. Puisqu'ils ne seront en quarantaine qu'à 40 ans et pas avant. Ils auront le temps de prospecter pour ne pas se retrouver sur le pavé. Non, ne mettez plus en quarantaine tous les hommes de 40 ans, sous prétexte que la vie moderne vous fait un homme à 17 ans. Souvenez-vous, à 43 ans, un certain John F. Kennedy était un tout jeune président. Alors, à mon avis, il faudrait leur laisser le temps. Ils ont encore du sang dans les veines, qu'ils vous le donnent et puis après, vous pourrez nous mettre en quarantaine, vous n'aurez rien à regretter. Burdet passe le relais. Pendant que je donnais naissance à mon école, Francine, elle, faisait preuve de courage. De semaine en semaine, son ventre grossissait et devenait de plus en plus lourd. En somme, tout semblait aller pour le mieux. Cependant, nous ne pouvions pas oublier la grande peine engendrée par la fausse couche 1 an auparavant. Aussi, pour éviter de revivre des moments aussi pénibles, nous prîmes le maximum de précautions. Francine consultait régulièrement son gynécologue. Lorsque son fœtus fut suffisamment développé, elle dut se rendre à l'hôpital général d'Ottawa afin de passer une échographie. Cet examen fut aussi très concluant et nous pûmes même entendre battre le cœur de notre futur enfant. À la fin de cet examen, la doctoresse nous demanda si nous souhaitions connaître le sexe de notre futur enfant. Autant Francine que moi-même avions hâte de le savoir, si Sébastien allait avoir un petit frère ou une petite sœur. Quelle était la raison de notre empressement à savoir ce que Dame Nature nous avait préparé? En ce qui me concernait, et par expérience, je savais que plus on attend avant de connaître son avenir, plus on a de chances de se faire de fausses idées et de prévoir des choses qui ne pourront hélas jamais se réaliser. Alors plutôt que se faire de fausses joies, autant savoir à quoi s'attendre. Lorsque la doctoresse nous annonça qu'il s'agissait d'une fille, je fus le plus heureux des hommes. Car en tant que futur papa, je me préparais déjà à donner tout mon amour à ce don de Dieu. Or, pour une fille, il semblait à la fois si facile et si naturel de faire preuve envers elle de tendresse et d'amour. Par contre, s'il avait s'agi d'un garçon, j'aurais peut-être voulu faire de lui un homme beaucoup trop tôt. Une autre raison d'être comblé lorsque l'on a un enfant, c'est déjà un plaisir personnel très intense. Mais après les parents du nouveau-né, c'est aussi les grands-parents qui sont au comble du bonheur. Étant fils unique, si je n'avais pas eu d'enfant, j'aurais eu l'impression, comme l'on dit dans les milieux cyclistes, de ne pas prendre le relais dans cette course à la vie. Quant à papa, qui avait laissé entendre un jour qu'il aurait préféré avoir une fille, ce qui je crois est assez naturel chez un homme, eh bien, il allait désormais être entièrement comblé. Car non seulement il avait un fils, mais ce même fils allait maintenant lui donner la petite fille qu'il avait tant espérée. Récompense bien méritée pour sa vie de dur labeur.
Mais avant ce jour de délivrance pour Francine autant que pour moi, bien des choses restaient à faire. À commencer par le choix d'un prénom. Francine était très ouverte et prête à accepter mes propositions dans la mesure du possible. Alors, me servant de mon originalité, je partais sur le chemin des souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse. Durant les années 60, un nom de la chanson était en tête des hit parades en Europe. C'était Sheila. Annie Chancel s'était ainsi américanisée et rebaptisée Sheila, sans doute pour imiter Jean-Philippe Smet, devenu Johnny Hallyday, puis Dick Rivers, Eddie Mitchell. La petite fille de français moyen avait un talent fou et produisait un 45 tours tous les mois. Et pour chacun d'eux, c'était un succès. Durant ce temps-là, Mireille Mathieu faisait son possible pour rivaliser. Mais incontestablement, Sheila était la plus populaire. Les petites filles précieuses des grandes familles n'aiment pas du tout se lever tôt le matin. Graver le problème avant qu'elles se maquillent. En moins de 3 heures, faut prendre un bain et se faire les mains. Elles mangent un petit toast du bout des lèvres avant d'aller courir les magasins. Voir les collections, les tableaux, les orfèvres, c'est fatigant, c'est éreintant, ça c'est certain. Tandis que moi, qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen, quand je travaille, oui, je me sens bien. Et la fortune viendra de mes mains. Elle commande toujours la petite voiture qui vient de gagner rallye le plus connu. Ne leur parlez pas sur toute littérature, car elles savent tout du dernier livre qu'elles n'ont pas lu. Elles vont voir toutes seules des films étranges auxquels personne ne comprend jamais rien. Elles abordent gaiement car rien ne les dérange, la dialectique, la politique et l'art ancien. Tandis que moi, qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen, j'apprends chaque jour en m'amusant que l'expérience vient avec le temps. Leur esprit s'épanouit, que c'est bon quand l'existence c'est compliqué. Dans la vie, elle s'ennuie, tant d'amis et pas un seul sur qui compter. Tandis que moi, qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen, j'ai peu d'amis, mais je sais bien qu'ils sont tous là quand j'ai du chagrin. Les petites filles précieuses des grandes familles sont courtisées par des jeunes gens guindés. Elles sont attirées bien sûr par ce qu'ils brillent, et c'est pourquoi elles n'ont toujours que des regrets. Tandis que moi, qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen, j'aime un garçon sans prétention, et près de lui je me sens si bien. Tandis que moi, qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen, j'aime un garçon sans prétention. La vie est simple quand on s'aime bien. Si durant les années que j'ai passées à Pouilly, je suis tombé en amour avec le nom de Sheila, c'est sans doute parce que Viviane en était l'une de ses fans. Chaque fois que Sheila sortait un nouveau disque, la collection de Viviane s'agrandissait. Et si ma mémoire est bonne, Viviane et Sheila ont toutes les deux leur anniversaire le 16 mai, ce qui leur donnait encore davantage d'originalité. Francine était toute disposée à ce que je suggère le nom de notre future fille. Par contre, elle allait analyser chacun d'eux, et je suis bien forcé de dire que ces analyses allaient me rendre la tâche très difficile. Pour commencer, Sheila, d'après Francine, était un prénom anglais, et ne pouvait donc pas, en toute logique, s'appliquer à notre fille.
De plus, les Canadiens ne l'auraient pas prononcé Sheila, mais Sheila. Quant à Viviane, aux oreilles de Francine, ce prénom semblait désuet et plus du tout à la mode. Alors je me rappelais d'une femme de 20 ans mon aînée, mais qui m'avait beaucoup attiré lorsque j'avais 18 ou 20 ans. Cette femme, qui était en relation de travail avec tante Lucette, travaillait à la Placette d'Yverdon, un magasin à grande surface de la rue du Lac. Il est fort probable que les chances de la séduire à cette époque étaient pratiquement nulles. Mais à plusieurs reprises, je m'étais rendu à son rayon de cosmétiques pour converser avec elle et tenter ma chance de susciter son intérêt à mon égard. Elle se prénommait Sylvia, ce qui pour moi signifiait « fille de la forêt ». Mais pour Francine, un prénom se terminant par la lettre A était à éviter. Selon elle, la déformation de la langue française dans la région de l'Outaouais a pour résultat que les A, à la fin d'un nom, se prononcent si mal qu'il est impossible de savoir s'il s'agit d'un A ou d'un O. Pour cette raison, Sylvia aurait aussi bien pu se prononcer Silvio. Non, je ne devais pas donner à notre fille un prénom ordinaire et commun. Moi, qui ma vie durant avait toujours recherché l'originalité, je devais trouver un prénom qui permettrait à mon enfant de ne jamais être confondu avec aucune autre. En repassant dans ma tête toutes les filles que j'avais connues et qui ne m'avaient pas laissé indifférent, je ne pouvais oublier cette jeune villageoise du nom d'Anne-Marie. Cette innocente jeune fille, influencée par la mère de Pierre-Alain, ne savait plus pour qui son cœur devait battre. Entre elle et moi, c'était Love Story, et je l'avais surnommée Tiffany. J'aimais ce prénom, on ne pouvait trouver plus original, mais une fois de plus, Francine fit objection. Wow, wow, wow! Tiffany, au Québec, c'est une marque de lampe pour les salons. S'il avait s'agi d'un animal domestique, je me serais dit simplement, oublions cela pour l'instant, et quand on aura d'autres inspirations, on verra pour. Rien n'est urgent. Mais il s'agissait de notre fille. Et dès sa naissance, elle devait avoir un prénom. Après la chanson et les sentiments, j'allais chercher mon inspiration parmi les vedettes de cinéma. Plus un acteur nous impressionne, plus nous accordons d'importance à son nom. De plus, si ce nom sort de l'ordinaire, c'est une raison supplémentaire de s'en souvenir. Dans l'un des premiers films d'arts martiaux que j'avais vus au cinéma, le personnage principal portait le nom chinois de Lai Lei. Bien entendu, ce nom était masculin et ne pouvait convenir à une fille. Mais cependant, ce nom réveilla en moi un souvenir vieux de 15 ans. C'est lors de l'une de mes hospitalisations à Saint-Loup qu'un concours de circonstances m'avait fait rencontrer l'une de mes petites cousines du nom de Laila. Sans doute déjà influencé par Lailé, j'avais été séduit par ce prénom exotique. Mais justement, pour Francine, donner un nom exotique à un enfant venu au monde en Nord-Amérique, ce n'était pas réaliste. Puisque les noms déjà existants ne semblaient pas convenir à la future maman, j'allais devoir en inventer un tout simplement. Dans les années 70, ma passion pour les films de Bruce Lee m'avait incité à connaître les noms des actrices qui côtoyaient ce maître des arts martiaux. L'une d'entre elles portait le joli nom de Nora Miao. C'est ainsi, en mariant ces deux noms, que je composais le prénom tout à fait inédit de Noralie. Pour Francine, ce nouveau prénom semblait irréel et non conventionnel. Chez la future maman, l'originalité n'était pas souhaitable. Afin d'appuyer son refus, elle argumenta que comme les enfants entre eux ont l'habitude d'user de diminutifs, Noralie aurait sans doute fini par s'appeler Nora, ce qui aurait donné un langage de l'Outaouais, Nora. À bout de souvenirs et d'imagination, je finis par interrompre mes recherches d'un prénom pour notre fille. Je savais que tôt ou tard le Seigneur allait m'inspirer, si j'avais l'esprit ouvert.